ça me tentait pas nécessairement d'aller là, mais allons-y alors. J'ai vu des gens beaucoup plus forts que moi finir par tomber dans les rangs du parti avec un souverainisme tiède. Là. À quel point il y avait quelque chose qui a fait en sorte que tu fasses la sortie d'une façon aussi fracassante. C'était au moment où est-ce que ton mentor et allié politique qui est seul, c'est comme un but atteint, là, je veux dire, de le voir dans cette posture-là, comme directeur de campagne, c'était ça ton souhait, tu sais. Pourquoi tirer dans la chaloupe à ce moment-là et pourquoi autant de colère et de ressentiment? Je trouve ça intéressant d'essayer de faire de la politique fiction et de se demander si Option nationale avait survécu jusqu'en 2025, avec quel parti il aurait fusionné. Et je pense qu'il y a une réponse claire, puis c'est le Parti québécois. Mais le défi du référendum, ce sera de rallier la majorité de la population, tu sais. Puis le Parti québécois n'aura pas une offre politique qui répondra et qui intéressera toute cette population-là. Il va falloir avoir différentes options politiques. Pour ce qui est d'autres valeurs, il y a le double discours de là, il faut absolument que tu adhères à ces valeurs-là avec nous autres. Puis ça, moi, je trouve que c'est... Oui, il y a une différence, Jimmy, entre les valeurs qui défendent des droits de minorité. Là. Il y aura des gouvernements de gauche et des gouvernements de droite qui se succéderont. Ça fait partie de la réalité d'un pays. Donc ça, je pense que les solidaires ont vraiment besoin de le comprendre. C'est parce que tu as comme mis sur la table, Jimmy, l'élément par rapport à, par exemple, des circonscriptions où est-ce que parler d'indépendance, c'était perçu comme nuisible. Mais c'est que parler d'indépendance, ça dépend de laquelle façon on le fait, tu sais. Puis Québec solidaire occupe une place sur l'échiquier où est-ce que, quand on apprend nos leçons de 95, d'ouvrir aux néo-québécoises, aux néo-québécois, à l'immigration. La grande majorité des membres de Québec solidaire font partie de 3 catégories. Il y en a une, c'est les fédéralistes carrément. J'en connais des gens qui ont milité de très proches, là, qui sont vraiment impliqués dans des instances locales, régionales, nationales, qui sont fédéralistes, là, qui ne croient pas au projet de souveraineté et même qui ont peur du projet, en fait. Vous écoutez Génération Oui, le podcast indépendantiste avec Florence, Marc-Antoine et David. Bonjour à tous et à tous et bienvenue à Génération Oui. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Un gros épisode parce qu'on reçoit Jimmy Thibodeau et Caroline Cac, donc un ancien militant de Québec solidaire qui a fait une sortie, vous l'avez vu probablement dans les médias, qui quitte Québec solidaire en dénonçant le parti sur sa position sur l'indépendance. Selon lui, Québec solidaire n'est pas assez affirmé pour l'indépendance. Donc, je vais le laisser dans l'épisode, évidemment, expliquer sa démarche. Et Caroline Cac, qui est une militante actuelle de Québec solidaire, qui a commencé, elle aussi, à s'impliquer avec Option nationale. Donc, un bon débat, deux gens qui se connaissent bien, qui se sont côtoyés dans les structures du Parti de Québec solidaire. Donc, un débat de fond, justement. On leur a posé des questions telles que, est-ce que Québec solidaire est assez indépendantiste? Est-ce que Québec solidaire est un parti, un allié pour le mouvement indépendantiste? Est-ce que les indépendantistes doivent se rassembler autour du Parti québécois pour gagner et faire l'indépendance? Est-ce que le PQ et QS doivent travailler ensemble pour réaliser l'indépendance? Et finalement, est-ce que QS doit être dans le camp du oui lors d'un prochain référendum? Donc voilà, c'est un bon épisode que je vous invite à écouter jusqu'à la fin. C'est vraiment, je tiens à le saluer, j'enregistre ce mot après le débat. Ça a été phénoménal de pouvoir vraiment assister à ce débat-là entre Caroline et Jimmy. Je tiens vraiment à saluer leur courage, leur éloquence. Vous allez le voir tout au long de l'épisode. C'est des gens qui ont témoigné d'un immense courage en venant débattre. On le sait, hein, des fois au Québec, la culture de la confrontation, c'est moins présent. On est plus dans le consensus. Puis je pense qu'il faut trouver un équilibre là-dedans, mais j'ai confiance qu'on l'a trouvé aujourd'hui, donc je vous invite à vous faire votre propre opinion. C'est vraiment le but de cet épisode-là, que les gens puissent écouter les deux perspectives, puis je les ai laissés parler. Donc, j'espère que vous allez pouvoir poursuivre cette conversation-là. N'hésitez pas dans les commentaires. Et n'hésitez pas également à nous soutenir à Génération Oui. Si vous pouvez nous donner un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager. C'est vraiment la meilleure façon d'aider le camp du Oui. Donc, sur ce, je vous souhaite un bon épisode. Alors, bonjour à tous. On va commencer cet épisode, un petit débat, une discussion. Vous l'avez vu dans l'actualité, comme je l'ai dit dans l'introduction. Donc, un bon sujet qu'on a devant nous aujourd'hui. Donc, avec moi, j'ai Jimmy Thibodeau. Bonjour. Bonjour. Et Caroline Cac. Bonjour. Merci beaucoup. Donc, un ancien militant de Québec solidaire et une actuelle militante de Québec solidaire. Je commencerai par toi, Jimmy. Comment tu es devenu indépendantiste puis comment tu t'es impliqué justement dans Option nationale et Québec solidaire? Oui, fait que dans le fond, mon implication,
Mon indépendantisme a vraiment commencé jeune. Là. Dès mes 18 ans, j'ai adhéré à Option nationale, le parti. Et puis, j'ai aussi pris ma carte de membre rapidement à Québec solidaire en 2015. Là. Je voyais vraiment beaucoup de synergie à l'époque entre les deux partis qui promettaient une démarche indépendantiste dans un premier mandat, disons. Là. Donc, je gravitais dans ces cercles-là, j'étais très excité par tout ça. Et puis, arrive 2018, là, je fais vraiment le saut à Québec solidaire complètement. Je m'implique surtout au niveau local là, pendant vraiment longtemps. Mon implication, plus au niveau national, commence en 2022, là, quand je vais avec Option nationale. Quand je fais revivre le collectif Option nationale, là, on peut dire. Là. Après, je vais à la commission politique pour représenter le dossier de la souveraineté. Éventuellement, je deviens directeur de campagne pour Sol Zanetti. Donc, l'histoire courte, c'est pas mal ça. C'est ça, tu as été directeur de campagne dans sa course au co-porte-parole qui vient de se terminer il y a quelques mois. Voilà. Très bien, merci beaucoup, Jimmy. Et toi, Caroline, comment a débuté ton implication politique? Oui, bien, pour ma part, c'est à la sortie de la grève étudiante de 2012. C'est Option nationale et Jean-Martin Haussan qui m'ont mis, dans le fond, au monde, dans l'univers de la souveraineté, qui m'ont éduqué par rapport à la nécessité de la souveraineté, de faire l'indépendance. Et la clarté pédagogique de l'offre politique d'Option nationale m'avait vraiment séduite, et aussi tout le progressisme puis les éléments de justice sociale qui faisaient partie d'Option nationale m'avaient séduite. Ceci étant dit, donc je me suis même impliquée, j'ai dirigé la campagne du candidat de l'époque dans Rimouski. Et par la suite, il y a comme eu un momentum politique qui s'est pas passé avec Option nationale en 2012. J'étais déçue. Et là, j'ai vu dans l'offre politique de Québec solidaire des échos en termes de justice sociale, de ce qui était amené. J'ai pris ma carte de membre, puis c'est depuis 2017 que j'ai commencé à militer plus activement. Et là, quelle n'était pas ma joie de voir quand même la fusion arriver entre Option nationale et Québec solidaire, qui pour moi était une suite logique dans l'offre politique qui était apportée. Donc, par la suite, moi, j'ai été candidate dans Rimouski pour Québec solidaire en 2018 et en 2022. Plus récemment, je me suis impliquée, dans le fond, j'ai travaillé avec Jimmy pendant toute la campagne de Sol Zanetti. Je m'occupais de sa tournée des associations. Et en ce moment, je siège sur le comité de coordination nationale du parti à titre de responsable à la formation. C'est ça, il faut le dire, vous avez quand même milité étroitement ensemble, notamment à Québec solidaire avec Sol Zanetti. Absolument. On était de proches alliés. Puis Caroline était on était tous les deux dans le noyau dur de l'organisation de la campagne de Sol Zanetti, effectivement. Intéressant. Je pense que ça met bien la table à la discussion d'aujourd'hui. Justement, Jimmy, tu as publié un texte il y a quelques jours. Qu'est-ce qui t'a amené à publier ce texte-là, que je le rappelle, le titre était « Je ne peux plus défendre le souverainisme de Québec solidaire. Plus que jamais, l'heure est venue de se rassembler autour du Parti québécois. Donc, qu'est-ce qui t'a mené à écrire ce texte-là? Fait que dans le fond, quelque chose comment je pourrais expliquer ça rapidement en une phrase, c'est que il y a une frustration grandissante envers l'attitude de Québec solidaire face à la souveraineté. Qui s'est développé de plus en plus là, en moi. Et puis, à un moment donné, j'ai fini par me dire que c'est pas productif, en fait, pour la cause souverainiste d'être à Québec solidaire. Pour expliquer un peu mon cheminement personnel, je prendrais peut-être un petit peu la peine de faire un résumé chronologique. Là. En fait, là, tout a commencé en 2022. Quand j'ai dit que j'ai fait revivre le collectif Option nationale, c'était parti d'une très grande indignation en 2022 contre la campagne désastreuse de Québec solidaire où il n'y avait absolument aucune mention de la souveraineté. Là. Il y avait peut-être juste une pancarte électorale avec un pays pour tout le monde et puis c'était tout. Là. C'est vraiment le résumé complet de ce que Québec solidaire a fait pour la souveraineté en 2022. Et puis, moi, j'étais profondément indigné. J'ai vu des amis partir pour le PQ à cette époque-là. Moi, mon état d'âme à ce moment-là, c'était, regarde, je veux rester quand même dans Québec solidaire pour le moment parce que je voyais ça un petit peu comme un sacrifice personnel. Si je peux quand même tirer la couverte de mon bord, si on peut dire, dans le parti, puis m'assurer au moins que si un camp du oui, Québec solidaire va être dedans, tu sais. Fait que je me suis dit, au moins, je vais influencer le parti pour qu'ils n'enlèvent pas la souveraineté de leur programme, pour qu'ils restent souverainistes au moins sur papier. Donc, c'était mon raisonnement intérieur déjà à l'époque, là. Et puis,
Dans le fond, ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai retracé les anciens administrateurs du collectif ON, parce que, un peu pour faire une mise en contexte, là, le collectif ON, qui est comme arrivé après la fusion, c'était un peu comme une sorte d'outil de transition. Là. Puis quand les exécutifs de l'ancien parti Option nationale ont tous trouvé une place dans le parti, le collectif est tombé en dormance, naturellement. Et puis moi, j'ai décidé vraiment d'en faire un groupe de pression. Donc, j'ai retracé les anciens administrateurs pour avoir un petit peu les clés du collectif, là, si on veut. Et puis, ça tombait assez bien parce que au même moment, Ruba Gazal voulait faire une rencontre privée avec Sol Zanetti et d'autres anciens d'Option nationale pour essayer de trouver une manière de que la campagne de 2022 ne se reproduise plus jamais. Donc là, on m'a invité à cette rencontre-là. Et puis, un des trucs qui est ressorti, c'est que oui, on me laissait coordonner le collectif Option nationale pour qu'on puisse faire ce groupe de pression-là dans le parti. Donc, le truc à retenir de ce morceau d'histoire-là, c'est que le collectif Option nationale, comme on le voit depuis 2022, a pris naissance à partir d'une indignation envers le parti. Donc, c'est vraiment ça aussi qui a parti mon implication dans le militantisme national à Québec solidaire. Donc, je pense que ça met un peu en contexte le truc. Un autre événement marquant pour moi, c'était 2023. Avec la course au co-porte-parole, tu avais des gens, tu avais Ruba Gazal, tu avais Émilie Desortariens, tu avais Christine Labrie qui était contre dans une course qui était extrêmement serrée. Moi, naturellement, j'étais allé vers Ruba Gazal parce que quand elle a sorti puis elle a dit qu'elle voulait mettre l'indépendance à l'avant-plan, moi, je trouvais que c'était la moindre des choses pour essayer de commencer à réparer ce qui s'était passé en 2022, ce qui était complètement inacceptable. Là. Donc, je me suis dit que c'était vraiment important qu'elle soit élue. Et puis, il y avait aussi, parallèlement, une peur de Christine Labrie, là, des positions qu'elle défendait. On voyait ça dans mon entourage et moi-même comme un recul important du souverainisme encore une fois, si Christine Labrie avait été élue. Elle qui disait que le souverainisme, c'était pas une priorité, puis que puis qu'elle était très satisfaite en fait du niveau d'attention que le souverainisme a eu à Québec solidaire dans la campagne de 2022. Donc, il y avait aussi ça qui m'a profondément marqué. Après la commission politique, là, on m'invite à siéger là pour représenter le dossier de la souveraineté. Au début, j'étais réfractaire parce que je savais que si je quittais mes fonctions à Option nationale... Ça, c'était en quelle année? Ça, c'était à peu près... j'ai fait un mandat, puis c'est achevé il y a quelques mois, puis un mandat, je pense, c'est un an et demi, je pense. Donc, mettons 2024, je pense, ou fin 2023 maximum. Là. Et puis, on m'encourage vraiment beaucoup à prendre ce siège-là parce qu'on a peur qu'il soit vacant, en fait. Et puis, mais moi, j'avais moi-même peur de perdre, de laisser vacant mon siège à Option nationale parce que je savais que personne ne me remplacerait, là. Puis qu'on avait besoin encore d'Option nationale. Mais finalement, mes alliés me rappellent abondamment qu'on a besoin de quelqu'un à la commission politique pour défendre la souveraineté. Et puis, finalement, je cumule les deux postes. Et puis, pendant ce temps-là, je vois bien que, je me suis senti comme si je devais porter à bout de bras le dossier de la souveraineté dans le parti au grand complet. Là. J'ai dû faire de l'éducation sur les positions indépendantistes auprès des membres de manière vraiment intense puis insoupçonnée. Là. Je me rappelle, entre autres, il y avait une militante de longue date, très connue dans le parti. Je fais un atelier virtuel qui explique les positions du programme sur la souveraineté. Et j'ai besoin d'expliquer en plein atelier que, oui, en fait, depuis la fusion, le Québec solidaire promet un référendum sur la constitution d'un Québec indépendant. Il n'y a pas de possibilité que ça soit une constitution d'un Québec à l'intérieur du Canada. Puis c'est ce genre de choses qui m'a vraiment surpris puis qui m'a vraiment encore un peu plus déçu. Et là, éventuellement, je deviens directeur de campagne de Sol Zanetti. À l'époque, j'avais encore espoir que, même si j'avais quand même, je dirais, un petit peu un certain cynisme par rapport au souverainisme à Québec solidaire, j'avais quand même espoir que peut-être Sol ferait changer les choses. Mais en même temps, il y a tellement de choses, il y a tellement d'histoires vertes et pas mûres que j'ai vues pendant que j'étais directeur de campagne qui m'ont vraiment montré que même si ça a été élu, là, la résistance contre le souverainisme dans les instances de Québec solidaire est inouïe. Et il y a une hostilité vraiment incroyable. Et puis ça m'a vraiment fait déchanter. Puis tu sais, les gens vont dire oui, mais Sol Zanetti a gagné, là. Mais moi, j'ai fait des centaines d'appels pour Sol Zanetti, je l'ai vu. Il y a deux affaires qui ont fait gagner Sol Zanetti. C'était pas ses positions sur la souveraineté, c'était son style politique qui rappelait entre autres Catherine Dorion et Émilie Desortariens. Et deuxièmement, c'était aussi le fait que c'était simplement le gars qui était le plus connu. Sa notoriété ne pouvait pas se comparer à celle d'Étienne Grandmont et Yves Bonnier-Vigée, qui n'étaient pas connus. J'ai même entendu des Étienne qui de membres de Québec solidaire que j'appelais pour faire du pointage. Là. Donc, pour moi, en fait, j'ai trouvé ça spectaculaire qu'Étienne Grandmont ramasse presque 40% des votes alors qu'il était quasiment inconnu. Là. C'était probablement un des membres du caucus qui était le moins connu là, à l'époque. Là. Donc, voilà, tous ces trucs-là m'ont fait
vraiment déchanté par rapport à Québec solidaire. Éventuellement, la marmite a sauté. Je vais te demander ta réaction, mais juste avant, j'aimerais faire une petite mise en contexte historique parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas milité en 2012, 2014, 2018. Fait Option nationale, pour les gens qui nous écoutent, c'était quoi? C'est un parti politique fondé par Jean-Martin Hossan, puis vous me corrigez si je me trompe. En 2012, justement, il a quitté le Parti québécois en disant que le Parti québécois n'allait pas assez... n'assumait pas à ce moment-là assez ses convictions indépendantistes. Il quitte donc le Parti québécois, fonde Option nationale. Élection en 2012, résultat décevant, il ne se fait pas élire dans Nicolet Bécancour. Il quitte la chefferie en 2013. Sol Zanetti est élu chef d'Option nationale au terme d'une course à la chefferie qui l'opposait notamment à Nick Payne. Et là, en 2017, la fusion avec Québec solidaire d'Option nationale et Québec solidaire. À ce moment-là, Québec solidaire devient un collectif, donc un comité à l'intérieur de Québec solidaire. Voilà. Donc, c'était la petite mise en contexte historique pour qu'on puisse bien comprendre tout ce qu'on va se dire aujourd'hui. Fait que comment tu réagis, toi, à tout ça? Bien là, je dois avouer que je tombe un peu de ma chaise en t'entendant parler, Jimmy. Je suis aussi tombée de ma chaise quand la lettre est parue, évidemment. Je trouve que... j'ai voulu écouter l'entièreté de ta chronologie, mais je trouve ça extrêmement difficile, sévère et aussi déroutant parce que moi, en 6 mois de travail à tes côtés, j'ai pas jamais senti ou perçu ce niveau de doléance-là à l'égard du parti, de ses militants. Moi, mon expérience indépendantiste à Québec solidaire, ça a été, entre autres, tout ce qu'on a pu mousser autour du livre qui fait dire oui. Puis moi, je me rappelle en campagne électorale avec le livre « Ce qui nous lie », notre autre ouvrage, parce qu'on y travaille aussi là, depuis 2022. Il y a aussi eu la tournée Nouveau-Québec. Tu sais, le parti a mis des choses en place pour comme prendre un air d'aller par rapport à l'indépendance. Moi, j'ai recruté des membres qui sont maintenant devenus indépendantistes comme affirmés là, tu sais, dans le parti. Et c'est pas tous les indépendantistes dans le parti qui sentent nécessairement le besoin d'être dans les franges du collectif d'Option nationale. Donc, pour ma part, là, j'ai été un petit peu autour, puis j'ai pas senti que c'était une place qui avait un sens de plus pour moi, parce que j'adhère au fait que le parti est indépendant dans son entièreté, puis j'avais pas de nécessité d'aller au collectif pour faire mon militantisme souverainiste dans le parti. Et ceci étant dit, c'est que j'entends bien toute cette histoire, mais il y a pas plus que quelques mois, toute cette histoire-là, elle avait eu lieu et j'avais à mes côtés un fervent camarade convaincu de l'offre politique de Québec solidaire, de sa nécessité dans toute cette lutte qu'on aura à mener dans le camp du oui. Et quand, le soir de la victoire de Sol, on était plusieurs dizaines de personnes à souligner la victoire de Sol, c'était une grande réjouissance. Puis la diversité des gens dans cette soirée-là, des personnes racisées. Il y avait peut-être le 5e, le quart des personnes de la diversité sexuelle et de genre. Il y avait des femmes. On était plus de femmes dans l'équipe que d'hommes. Et on se fera pas d'histoire là. Dans le souverainisme, en ce moment, là, dans les sondages, là, les femmes, c'est difficile d'aller chercher leur appui. Dans le parti aussi, quand on parle d'indépendance, n'importe quel parti, là, les femmes, elles ne sont pas là. Et le parti féministe et le parti des mouvements sociaux, c'est Québec solidaire. C'est lui qui rallie ce monde-là. Et je me demande, je sais que tu y crois, et je me demande en ce moment comment, en quelques semaines, là, parce qu'il y a pas moins de 2 à 3 semaines, tu étais encore dans un enthousiasme de défendre ça, de mettre ça de l'avant avec nous. Et je sais que tu as eu des propos très sévères à l'égard de transfuges aussi, du parti qui ont quitté vers ailleurs. Peut-être que j'y reviendrai, parce que moi, c'est dur de comprendre ça parce qu'il y a, à part que l'indépendance est devenue un sujet qui est beaucoup plus d'actualité qu'il ne l'était, puis que ça permet à Québec solidaire de parler de sa vision pour un indépendantisme inclusif, ou plutôt une posture inclusive dans le camp du oui. Il n'y a rien qui a changé dans les dernières semaines à Québec solidaire. Et on a comme agrandi notre implication. Moi, en allant au comité de coordination nationale, on s'implique à différents niveaux et on n'a que des nouveaux signaux positifs dans ce qu'on est en train de mener. Alors, que s'est-il passé? Je reviendrai sur les signaux négatifs plus tard pour les prochaines questions. Là. J'ai quand même certaines choses à dévoiler, là, mais
pour dire, mettons, sur mon cheminement personnel, je comprends que, tu sais, ça peut être surprenant, mais tu sais, dans une famille politique, c'est quelque chose que j'ai dit abondamment là, dans les derniers jours, là, partir d'une famille politique à l'autre, c'est vraiment jamais difficile. Là. Ben, c'est vraiment jamais facile, pardon, c'est ce que je veux dire. Mais tu sais, ça prend vraiment, comment dire, de la réflexion. Puis c'est pas facile. La famille politique que j'avais, tu sais, je l'ai beaucoup aimée, surtout mon équipe de campagne. J'étais vraiment content d'être avec mon équipe de campagne. Je l'ai beaucoup apprécié. Puis la composition, entre autres, de cette équipe-là, ce qui est arrivé avec la soirée, tu sais, la diversité qu'on avait, je trouvais que c'était un bel accomplissement, tout à fait, absolument. Tu sais, cela étant dit, je me suis quand même posé des questions. Puis tu sais, toutes ces doléances-là que j'avais, c'est sûr que je voulais pas les mettre sur la place publique ou en parler aux gens. Tu sais, moi, ma mission, quand j'étais à Québec solidaire, c'était vraiment de faire monter l'engouement pour le souverainisme le plus possible. Fait que c'est clair que j'étais pas pour semer le doute déjà dans l'esprit de mes camarades à ce moment-là. Fait que je pense que, tu sais, le fait que tout est arrivé d'un coup, ça s'explique vraiment comme ça. Tu sais, j'avais vraiment j'avais pas envie de lâcher. Je pensais vraiment que je pouvais peut-être ramener le parti d'un certain côté, mais avec tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu, j'ai pas l'impression que c'est possible. Puis j'ai vu des gens beaucoup plus forts que moi finir par tomber dans les rangs du parti avec un souverainisme tiède. Là, je reviendrai aussi. Mais ces genres de choses-là m'ont rendu vraiment très, très sceptique. Puis éventuellement, ben c'est ça, j'ai fait le saut. Puis, tu sais, pour ce qui est des transfuges, tu sais, moi, je pense que moi, ce que j'ai appris durant mon temps à faire la campagne électorale, c'est que tu sais, il n'y a pas de mauvaise raison de faire le saut d'un parti à l'autre, ben, tu sais, jusqu'à un certain point, là. Mais c'est-à-dire que l'implication politique, c'est tellement un don de soi incroyable. Tu sais, moi-même, j'ai fait stagner mes études pour m'impliquer. J'ai accepté de travailler dans un dépanneur pendant des années pour que je puisse faire un maximum de temps, donner un maximum de temps à Québec solidaire. Et puis, ce genre de choses-là, tu sais, c'est important dans un parti, non seulement de se sentir apprécié, donc des raisons personnelles peuvent t'aider à faire le saut. Puis ça, je pense, je le comprends très bien. Je pense entre autres à ma collègue Nadia Poirier qui, elle, s'est sentie larguée par le parti pendant la partielle de Terrebonne. Puis que ses raisons soient personnelles d'aller au PQ, je le conçois tout à fait. Puis avec ce que j'ai compris sur l'implication politique ces derniers mois, je pense que je le respecte beaucoup plus maintenant. Et puis, je pense que des fois, moi aussi, être transfuge, c'est clairement pas le fun. Ça suscite de la colère chez tes anciens camarades, puis c'est pas quelque chose que j'ai du plaisir à créer. Mais tu sais, des fois, quand tu as vraiment l'impression que ta mission serait mieux accomplie ailleurs, des fois, tu n'as pas le choix de faire le saut. Donc, je dirais ça comme ça. Mais qu'est-ce qui me questionne, c'est à quel point c'était nécessaire, à quel point il y avait quelque chose qui a fait en sorte que tu fasses la sortie d'une façon aussi fracassante. Tu sais, je veux dire, c'était au moment où est-ce que un de tes mentors et alliés politiques qui est seul, c'est comme un but atteint, là, je veux dire, de le voir dans cette posture-là, comme directeur de campagne, c'était ça ton souhait, tu sais. Et au moment où est-ce qu'on est, tu sais, comme les ingrédients sont en place, là, tu sais, qu'on souhaite, pourquoi tirer dans la chaloupe à ce moment-là et pourquoi autant de colère et de ressentiment qui nécessitent de démoniser et des choses que tu reproches à Québec solidaire maintenant, c'est un peu ce que tu fais en disant, ben, je vous invite à le quitter, ce parti-là, tu sais, alors que le 50+1, là, va falloir être une gang à l'atteindre, là, ça fait mal, là, tu sais. Oui, bien, en fait, moi, la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est que Québec solidaire a besoin d'avoir le moins de sièges possible, puis le PQ le plus de sièges possible pour que le PQ n'ait pas besoin de dépendre de QS pour réaliser l'indépendance. Et une fois que je suis arrivé à ce constat-là, c'est sûr que moi... Jimmy, excuse-moi, tu sais comme moi que c'est pas les sièges qui vont faire l'indépendance, c'est qu'est-ce que la population du Québec, les Québécoises, les Québécois vont décider de voter. Puis c'est qu'est-ce que le camp du oui va être capable de faire. Ça ne sera pas seulement que des députés, là. Bien, ça, on y reviendra, mais pour moi, c'est clair que Québec solidaire croit que en
faisant la promotion de ce qu'ils appellent leur souverainisme inclusif, ils vont rallier le 50% plus 1. Mais clairement, c'est pas le cas. Parce que quelque chose que je remarque avec les militants, je peux le dire tout de suite finalement, mais j'étais pour le dire à une autre question, mais bon. Dans le fond, c'est que il y a un truc qui fait beaucoup plus consensus dans le parti que la souveraineté à Québec solidaire, c'est la haine du PQ. Et puis quand un parti qui est à ce point fermé devant un parti qui s'apprête à faire un référendum et à être l'organisateur principal du camp du oui qui s'en vient probablement, tu te dis, Québec solidaire n'est pas en la mesure de rallier du monde pour le 50% plus 1. Tout ce qu'il fait en ce moment, c'est de créer un fossé de plus en plus grand entre sa base et le Parti québécois. Et dans ce cas de figure-là, moi, je ne pense pas que Québec solidaire a vraiment comme mission, se donne vraiment comme mission, genre honnêtement, franchement, d'arriver au 50% plus 1. Je ne pense pas que c'est productif de faire différentes sorties que QS a faites envers le PQ. On y reviendra. Mais non, je pense que c'est très contre-productif. On va avancer un peu. On reviendra au sujet que Jimmy a abordé, notamment. J'aimerais vous poser une question qui n'était pas prévue dans les thèmes, mais je pense qu'il est approprié à la vue de ce que vous avez mentionné. Si on revient à la base avec du recul, là, est-ce que la fusion d'Option nationale et Québec solidaire était une bonne chose à votre avis? Je te laisserai commencer. Pour moi, elle continue d'être dans l'ordre des choses, tout à fait. Dans l'offre politique, parce que on revient au fait quand même que Québec solidaire, c'est dans ses principes fondateurs. La souveraineté fait partie de son ADN. On est comme nul scellé avec Option nationale. On est venu se donner aussi comme, je sais pas, moi j'ai eu l'impression qu'on se donnait les coups des franches par rapport à ça. Puis aussi par rapport à une posture politique, oui, qui économiquement est dans le progressisme, qui est de gauche, puis aussi dans quelque chose qui est dans l'ouverture, parce qu'en ce moment, bien sûr qu'il y a des politiques qui sont critiquées dans ce qui se passe par rapport au PQ, qui en ce moment agit quand même en rupture avec des positionnements historiques d'ouverture, de tendre la main par rapport à l'inclusion des néo-québécoises, québécois, ce sentiment d'ouverture-là. Alors, pour moi, ce mariage-là était... mariage, drôle de choix de terme. Mais cette union-là, cette fusion-là, pour moi, elle allait de soi. Je suis extrêmement contente qu'elle ait eu lieu. Puis en ce moment, comment je vois que l'indépendance est portée par Ruba, Sol, par le parti, moi, ça me fait pas craindre rien pour la suite. Il n'y a rien qui a changé dans les dernières semaines, à part un discours qui est de plus en plus, pour moi, j'ai envie de dire affirmé, mais en fait, c'est qu'on a l'espace médiatique en ce moment pour être entendu. C'est ça aussi, c'est aussi ça la différence. Toi, selon toi, Jimmy, est-ce que c'est une bonne chose? Moi, je trouve ça intéressant d'essayer de faire de la politique fiction et de se demander si Option nationale avait survécu jusqu'en 2025, avec quel parti il aurait fusionné. Et je pense qu'il y a une réponse claire, puis c'est le Parti québécois. En fait, depuis 2022, ça a été le cas, clairement. Il y a un parti qui s'en va vers le pouvoir, qui a une intention très claire de faire un référendum dans un premier mandat, tandis que tu as quoi de l'autre côté? Un parti que tu ne sais même pas s'il va appuyer un projet de loi référendaire péquiste. En fait, tu as déjà une bonne idée que sa base militante va se battre contre le Parti québécois. Et puis, dans ce cas de figure-là, pour moi, c'est clair qu'Option nationale n'aurait pas accepté en 2025 de fusionner avec Québec solidaire. D'ailleurs, je me demande, le membrariat d'Option nationale, sa majorité est rendue où? Je suis convaincu que ce n'est pas à Québec solidaire par ailleurs, là. Même si ça faisait l'affaire de l'exécutif d'Option nationale à l'époque avec Québec solidaire. Donc oui, je pense que les choses ont beaucoup changé depuis 2017 et puis que c'est le PQ qui, naturellement, est plus fidèle à la mission première d'Option nationale à l'époque. Est-ce que tu sens qu'une majorité de gens qui militaient à Option nationale sont rendus au Parti québécois ou à Québec solidaire? Au Parti québécois, absolument, absolument. Moi, j'ai fait la liste des membres. J'avais le registre des membres d'Option nationale, du collectif. Je vois que plein de gens sont allés au Parti québécois. On avait des infolettres. Des gens qui étaient rendus à QS, qui sont partis finalement pour le Parti québécois? Exactement. Je n'ai aucune idée du nombre de personnes qui n'ont pas du tout allé à Québec solidaire après la fusion. Je ne le sais même pas. Fait qu'il faut que tu considères ce facteur-là. Puis en plus, quand
quand je regarde le registre des membres du collectif Option nationale, je vois que la majorité sont allés au Parti québécois ou ne sont plus actifs du tout en politique. Moi, quand je faisais une infolette du collectif Option nationale, j'avais plein de messages qui me disaient « Je suis allé au PQ, je veux rien savoir. » Ça, j'en ai vu beaucoup. Récemment, dans Le Devoir, ça fait quelques mois, il y avait aussi une lettre d'anciens d'Option nationale qui disait à ceux d'Option nationale qui restent encore à Québec solidaire, venez avec nous. T'sais. À l'époque, j'avais fait une réponse pour dire non, on reste ici à Québec solidaire. Maintenant, évidemment, j'ai changé d'idée. Non, moi, j'ai des signaux très clairs que la grande majorité des onistes sont rendus au PQ en ce moment. Est-ce que c'est quelque chose que tu sens C'est certain que moi, j'ai pas les données que Jimmy a peut-être par rapport au collectif d'Option nationale. Moi, je continue d'être entourée d'anciens d'Option nationale au sein de Québec solidaire. Fait que pour moi, ça répond à ça. Mais moi, les questions que ça me soulève, c'est... On parle de membrariat parce qu'on est entre férus de politique, là, disons. Là. On est des geeks de politique. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais le défi du référendum, ce sera de rallier la majorité de la population. T'sais. Puis le Parti québécois n'aura pas une offre politique qui répondra et qui intéressera toute cette population-là. Il va falloir avoir différentes options politiques. Cette multiplicité de voix-là, elle ne sera que gagnante pour pouvoir aller chercher un maximum de Québécoises et de Québécois pour voter oui. Et c'est ça qui sera nécessaire. Et en ce moment, il y a plein de gens. Il y a des gens aussi ça ne me tentait pas nécessairement d'aller là, mais allons-y. Alors, ça fait des élections et des élections qu'il y a des gens qui votaient pour le Parti québécois et en ce moment qui se tournent vers Québec solidaire en disant le type de discours en ce moment qui est refermé, des discours qui lient des propos comme l'immigration avec des hausses de la violence chez les jeunes, des surenchères sur des enjeux par rapport aux signes religieux. Et d'ailleurs, Jimmy, je sais que tu n'es pas fan de ces types de discours-là. Quand on regarde ça, il faut d'autres offres politiques aussi pour ça et on s'inscrit là. Et il va falloir, comment dire, c'est cette addition-là qui va faire qu'on va pouvoir avoir les 50 plus 1. Là. Donc, moi, si Jimmy, t'as envie d'aller militer au Parti québécois, soit si, qu'à un moment donné, on est porté ailleurs, on est porté ailleurs. Mais de venir tirer sur la chaloupe de Québec solidaire en disant que nous serons des ennemis à l'indépendance, c'est fort de café. On aura l'occasion d'y revenir. On va sauter au deuxième thème que je vous avais soumis. Donc, le grand thème, c'est est-ce que Québec solidaire est un parti souverainiste? Moi, je le dis souvent, puis je ne suis pas ici pour donner mon opinion. Je pense que oui, puis je pense que vous allez être d'accord avec ça. Mais vous, je suis curieux de vous entendre. Vous êtes des anciens, actuels militants de Québec solidaire. Donc, est-ce que, selon vous, QS est un parti souverainiste? Oui. Bien, j'ai siégé à la commission politique, puis j'ai représenté en plus le dossier de la souveraineté. Ça paraîtrait bien mal sur mes facultés de lecture de dire que QS n'est pas souverainiste dans le sens de la souveraineté dans son programme et pas dans son programme. C'est faux, la souveraineté est dans son programme. Même que je dirais, en fait, ce qui est intéressant avec Québec solidaire, c'est que la souveraineté est tellement dans le programme que clairement, c'est un objectif inconditionnel dans le programme de Québec solidaire, l'indépendance. Et d'un autre côté, c'est quelque chose qui est une réalité que les membres ne comprennent pas et ne voient pas. Et puis, donc, à la question, est-ce que Québec solidaire est un parti souverainiste? Sur papier, oui, clairement. Et puis, on peut dire que Québec solidaire est un parti souverainiste, point, là, bien entendu, mais il y a un sens à la question où Québec solidaire est un parti souverainiste, je ne peux pas dire un oui clair, parce que quand tu regardes le membership, là, moi, je l'ai dit dans ma lettre, là, mon estimation, c'est que la grande majorité des membres de Québec solidaire font partie de 3 catégories. Il y en a une, c'est les fédéralistes, carrément. Et puis ça le dit en sortie de presse que tous les membres de Québec solidaire sont souverainistes. C'est clairement faux. Moi, j'en ai vu plein qui sont fédéralistes. Là. J'en ai vu, entre autres, au niveau local et régional. J'en connais des gens qui ont milité de très proches, là, qui sont vraiment impliqués dans des instances locales, régionales, nationales, qui sont fédéralistes, là, qui ne croient pas au projet de souveraineté et même qui ont peur du projet, en fait. Ça, j'ai entendu des gens qui se sont confiés à moi en disant c'est ce genre de choses-là. Et puis, c'est pas très étonnant, puis on en voit même des gens comme, mettons, Christine Labrie, elle se dit souverainiste maintenant, mais
sais, les personnes que j'ai citées, que je connais, me font penser un peu aussi à Christine Labrie parce qu'elle disait elle-même qu'au début de son implication, elle n'était pas indépendantiste et puis que c'est pas ça qui l'a emmené à Québec solidaire. Et puis, c'est clair que cette dynamique-là est omniprésente à Québec solidaire. Tu as des gens qui s'impliquent dans le parti, mais qui ne croient pas au projet de souveraineté. Et puis, donc la première catégorie, c'est les fédéralistes. La deuxième, c'est les gens qui sont indifférents au projet. Et ça, moi, j'en ai vu aussi beaucoup. J'ai vu des gens qui m'ont carrément dit qu'ils n'ont rien à cirer du projet de souveraineté. Et puis, moi, j'ai des soupçons qu'il y a des personnes au placé qui sont dans cette catégorie-là. Moi, je donne l'exemple de Roxane Milot. Alors ça, je vais y revenir aussi plus tard, mais elle a dit publiquement en 2023, au débat national, si je ne me trompe pas, que la souveraineté, c'était pas sa tasse de thé. Puis ce genre Roxane étant qui? La présidente du parti. C'est un poste élu d'ailleurs. C'est un des postes les plus importants du parti, à part être co-porte-parole. Donc voilà, moi, c'est des genres de trucs, ça fait partie des trucs qui m'ont fait déchanter. L'autre catégorie de personnes, c'est les gens qui sont souverainistes sur papier, mais seulement si c'était QS qui serait au pouvoir, pour différentes raisons, soit parce qu'ils veulent juste ça pour le projet social ou des trucs comme ça. Et puis, cette catégorie-là, j'en vois plein. J'en ai même vu dans mon équipe de campagne. Il y en a partout de ce genre de personnes-là. Et puis, je donne un autre exemple, Manon Massé. Quand on lui a demandé récemment si elle voterait oui à un référendum péquiste, tout ce qu'elle s'est contentée de dire, c'est qu'elle était inquiète des politiques du PQ. Elle n'a pas donné de réponse directe. Donc, moi, je trouve que ça en dit long sur l'état du parti. Et puis, pour moi, c'est clair que la majorité des gens à Québec solidaire ne seraient pas là dans le camp du oui, en fait, si c'était le PQ qui organisait un référendum. Donc, ça, c'est ça ma lecture. Donc, si tu me demandes, QS est-il souverainiste, si tu regardes les membres, ça dépend. Est-ce que c'est une lecture que tu partages, les trois catégories de membres? Ben non, je suis vraiment pas d'accord. Puis je trouve ça choquant à entendre parce que ça amène une espèce de pureté morale sur le souverainiste, comme qui l'est assez, qui est un vrai souverainiste, etc. Et encore une fois, moi, je pense tout le temps à la population qu'on devra séduire par rapport à la souveraineté, à qui on devra faire confiance. Et bien sûr, ce n'est pas l'indépendance en tant que telle, comment dire, il y a tout un paquet de savoir, d'historicité à connaître pour maîtriser, puis que ce soit un fer de lance. Et c'est pas le fer de lance de tout le monde nécessairement. Mais on a assez d'indépendantistes qui amènent de façon décomplexée ce sujet-là à Québec solidaire pour savoir qu'on est un parti indépendantiste. Et peu importe les paroles d'un ou l'autre, de la façon dont tu le ramènes, pour moi, qu'est-ce qui est important, c'est l'offre politique qui est amenée, les actions du parti sur la place, les actions qu'il entend faire. Et moi, ma confiance, elle est en rien ébranlée avec les différents éléments qui sont apportés par Jimmy. Et, comment dire, les réticences aux positions politiques du Parti québécois actuellement, je pense qu'il faut les entendre et les comprendre. Ce ne sont pas des adversaires à l'indépendance. Ce sont peut-être des adversaires au niveau partisan du Parti québécois. Et c'est ça le travail qu'il faut faire, de différencier qu'en ce moment, les critiques, ce sont sur des politiques et des choix de discours qui sont divisifs et qui vont nuire au camp du oui. Et ce à quoi on doit travailler, c'est d'élargir le plus possible le camp du oui. Et je vais continuer de cogner sur ce clou-là. Alors, évidemment qu'à Québec solidaire, on ne sera pas prêt à mettre de côté les valeurs qu'on a. Le PQ aura des choix à faire pour avoir autour de la table les peuples autochtones, les néo-québécois et québécoises, pour avoir les femmes, pour avoir les mouvements sociaux. Il a des choix à faire pour ça. Donc, de ce que je comprends, vous êtes tous les deux d'accord pour dire que le programme de Québec solidaire est évidemment indépendantiste. Vous êtes d'accord là-dessus. Ouais. Là où est votre désaccord, à la grande question, est-ce que QS est un parti indépendantiste, c'est que toi, Jimmy, tu dis qu'il y a des fédéralistes. Est-ce qu'il y a des fédéralistes à Québec solidaire, selon toi? Ben, moi, je me promène pas avec un sondage êtes-vous souverainiste, êtes-vous fédéraliste. Les gens sont dans un parti qui est souverainiste. Ils sont prêts à adhérer à ce projet-là. Pour moi, c'est aussi simple que ça, là. Donc, cette constatation-là de gens qui disent « Moi, l'indépendance, je veux pas en entendre parler »,
C'est pas... Ben, je suis pas avec ces personnes-là, en tout cas, que j'ai discuté, mais est-ce que ça existe, est-ce que ça existe pas? Moi, c'est pas dans les instances, c'est pas ça que j'entends. Puis après ça, des personnes que c'est pas nécessairement une lutte qui leur tient à cœur en premier lieu. Ça peut exister, Peut-être que ça peut exister. Est-ce que la personne n'est pas une personne souverainiste ou qui pourrait appuyer le projet? Bon, là, on est dans de l'hypothétique. Bon, moi, c'est ça que je disais, en fait, dans ma lettre, qui était la bombe à retardement, parce que une fois qu'il va arriver le temps vraiment de se décider si on fait la souveraineté ou pas, tu sais, c'est facile d'adhérer à Québec solidaire si tu es fédéraliste, mais en même temps, tu es écologiste, féministe, tu es de gauche, pour plusieurs autres raisons aussi, tu pourrais être pour Québec solidaire. Mais là, ça ne te prépare pas nécessairement à te poser la grande question, est-ce que je vais appuyer un référendum ou pas? Et puis, cette préparation-là, elle n'est pas faite à Québec solidaire. Et puis, j'aimerais revenir sur cette idée-là que nous, à Québec solidaire, on rassemble tout le monde, puis on ne fait pas du puritanisme idéologique, si vous me permettez l'expression. Ça, je trouve ça intéressant parce que ça, c'est le genre de discours qu'on a seulement avec le souverainisme. Moi, je ne verrais jamais quelqu'un à Québec solidaire dire « Ah, un tel n'est pas vraiment féministe, mais c'est pas grave, on va travailler avec tout le monde. » Non, on voit ça juste avec les gens qui sont souverainistes. Pour le souverainisme, si tu n'es pas souverainiste, pas grave, viens avec nous autres. Mais pour ce qui est d'autres valeurs, il y a le double discours de là, il faut absolument que tu adhères à ces valeurs-là avec nous autres. Puis ça, moi, je trouve que c'est... Oui, il y a une différence, Jimmy, entre les valeurs qui défendent des droits de minorité, là. Racisme, féminisme, on n'est pas, tu sais, je veux dire, on n'est pas comme au même endroit que l'enjeu de la souveraineté. Oui, mais tu sais, quand tu es dans un parti, il faut que tu t'assures que tes membres sont derrière ton programme politique, tu sais. Mais c'est pas le cas avec la souveraineté. Puis moi, je l'ai vu, puis je le répète avec l'inventaire que j'ai fait, c'est pas le cas. Puis moi, je pense que ça amène un service vicieux, en fait. Parce que si t'attires des gens qui sont pas nécessairement souverainistes, ces gens-là vont devenir membres, ces gens-là vont monter dans des instances nationales, ces gens-là vont faire comme ce qui s'est passé en 2022, vont faire pression pour que la souveraineté, on amène ça sous le tapis. Puis moins on parle de souveraineté, qu'est-ce qui va arriver? Plus on va attirer des gens que pour eux autres, c'est pas nécessairement important s'ils sont souverainistes ou pas, puis ils vont aller à Québec solidaire quand même, un peu comme Christine Labrie l'a fait au début de son implication, par exemple. Et ça, c'est un cercle vicieux qui n'arrête pas de se nourrir. Mais qui est-ce qui croit en ce moment que Québec solidaire n'est pas indépendantiste, là? Moi, je pense que quelque chose qui est arrivé, qui est avec ça, les Ruba, tu sais, ces deux-là, c'est d'une circonstance vraiment exceptionnelle parce que Ruba n'a pas eu d'opposition, OK? Puis Sol a clairement pas été élu pour ses positions indépendantistes. Donc là, tu as deux personnes qui clairement sont indépendantistes, en parlent en ce moment. Mais moi, ce que j'aimerais mettre de l'avant, puis ce que je vais pouvoir aussi y revenir là-dessus plus tard, c'est qu'à un moment donné, là, il va y avoir un point de rupture, puis les gens pourront pas rester éternellement dans ce parti-là si les Ruba poussent le bouchon avec la souveraineté. Moi, j'ai vu beaucoup de résistance et ça ne pourra pas continuer comme ça. Et il va y avoir quelque chose qui va se passer à Québec solidaire. Je l'ai dit dans ma lettre aussi, si les Ruba réussissent à emmener le parti officiellement dans le camp du oui, le parti va imploser. Puis là, je vais vous donner d'autres raisons plus tard, mais ça, c'est ma conviction. Mais, je veux dire, quant à moi, là, c'est en ce moment, le Parti québécois aura à mettre des conditions. Il faut qu'on ait des conditions gagnantes dans le camp du oui pour y arriver. Et ça va être d'avoir des discours qui permettent d'inclure le plus largement possible. Je vais continuer d'y revenir. Comment est-ce qu'on va gagner sinon? Moi, je veux le gagner, là. Le camp du oui, là. On va être dedans, là. On va pouvoir y revenir à ce sujet-là. Je pense que c'est un sujet qui est fondamental. Donc, pour vous, toi, Jimmy, quand tu dis il y a des gens qui adhèrent à Québec solidaire sans être indépendantistes, mais ils sont quand même acceptés. Par contre, s'ils n'étaient pas, par exemple, environnementalistes, s'ils n'étaient pas acceptés, est-ce que tu es d'accord avec ça? Dans le sens que je pourrais adhérer à Québec solidaire, être indépendantiste, féministe, mais si, disons, je voudrais un pipeline qui traverserait le Québec, ben en fait, j'adhère pas à la lecture que Jimmy fait à cet égard-là, dans le sens que moi, mon travail, j'ai un emploi dans la vie, dans le féminisme. Je pourrais dire que je suis vraiment plus experte du féminisme que de l'écologie. J'étais l'écologiste pareil. Puis, fait que c'est comme s'il y a comme une espèce de continuum là, de. Ben, peut-être qu'il y a des personnes qui sont moins articulées que d'autres sur un thème versus un autre. Fait que moi, ça me parle. Selon vous, est-ce que c'est une force ou une faiblesse pour le parti? Ben, je veux dire, c'est normal sur une diversité de thèmes, peu importe les partis qu'on regarde. Mettons, on dirait un parti de l'économie, là, ça veut pas dire que tous les membres sont experts par rapport à l'économie. Il y a des personnes qui sont là pour des enjeux sociaux
Tu sais, je veux dire, je sais pas, pour moi, on est dans une pluralité, c'est les valeurs fondatrices. Puis pour moi, il y a pas... il y a des collectifs qui portent les enjeux écologistes dans le parti, il y a des collectifs qui portent les enjeux féministes, et il y en a qui portent les enjeux liés à la souveraineté. Donc, j'adhère pas vraiment là, à cette critique-là. Ouais. Mais c'est ça le truc, c'est que c'est pas une question de degré. Là. Il y a pas des gens qui sont moins... C'est juste parce qu'il y a des gens qui sont moins branchés sur la souveraineté que d'autres. Là. C'est qu'il y a des gens qui carrément en veulent pas de la souveraineté, ils sont indifférents ou le bloqueraient dans différentes circonstances. Tu sais, c'est juste une... Puis c'est en contradiction totale avec le programme aussi. Et il énonce clairement ce programme-là que le fédéralisme est irréformable sur le fond, OK? Puis que l'indépendance est une étape nécessaire à l'émancipation du peuple québécois. C'est dans le programme. Et il y a des gens qui, noir sur blanc, n'adhèrent pas à ce principe-là. C'est pas juste de dire moi, la souveraineté, ça m'intéresse un peu moins, c'est pas ça. Puis moi, je pense que c'est très grave dans un parti parce que ces gens-là qui ont ce discours-là ou qui ont ce raisonnement interne-là, c'est des gens qui militent dans le parti puis qui ont une influence. Et clairement, ça finit par paraître dans le parti. Ça a fini par paraître en 2022, entre autres. Donc, ça fait ce que j'ai vu pendant des années, cette lutte perpétuelle entre souverainisme puis ceux qui veulent juste enterrer le sujet. Tu sais. Fait que non, c'est pas sain d'avoir une culture comme ça dans un parti. Il faut faire ses devoirs puis faire la pédagogie de l'indépendance auprès de ses membres. C'est super important pour qu'on rallie le monde au projet. On passera au prochain thème. Est-ce que Québec solidaire, selon vous, puis je pourrais te laisser commencer, est un allié pour le mouvement indépendantiste? Parce que dans ta lettre, tu dis que, si j'ai bien compris, Québec solidaire n'est pas vraiment un allié pour le mouvement indépendantiste. Bien, non seulement je dirais que, évidemment, là, que Québec solidaire est un allié du mouvement indépendantiste, mais je poserais la question, est-ce que le Parti québécois est un allié avec ses discours de division en ce moment? C'est là que je vais, là. C'est là que je vais. Est-ce que le PQ est un allié en ce moment quand il y a des discours de division pour qu'on puisse gagner un prochain référendum? Moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que, un des trucs qui est particulièrement, je pense, cocasse, c'est que, tu sais, regarde le rapport de force entre le PQ et QS en ce moment. QS dégringole dans les sondages, le PQ est en voie de faire un gouvernement majoritaire. Clairement que le PQ ne peut pas être accusé de ne pas être un allié du mouvement indépendantiste. C'est lui qui va organiser le référendum sur l'indépendance. Donc, tu sais, je ne sais pas comment on pourrait définir allié de l'indépendantisme, mais clairement, peu importe la définition qu'on donne, le PQ fait partie de cette définition-là. Il n'y a aucun doute là-dessus. Tu sais. C'est déjà d'une part. D'autre part, le truc de l'inclusion, moi, quelque chose qui m'a fait beaucoup cheminer là, dans les dernières semaines, c'est de me dire que cette insistance-là sur l'enjeu identitaire, là, c'est quelque chose dont QS est particulièrement coupable. Je ne veux pas dire que le PQ n'a pas misé là-dessus à un moment donné. Là, c'est sûr que le PQ a ses positions et les a mises de l'avant. On s'entend, là. Cela étant dit, là, dire que le PQ est divisif puis exclusif, là, c'est quelque chose qu'on entend d'abord et avant tout du Québec solidaire. Et c'est un narratif qui est entretenu par ce parti-là. Et c'est ce narratif-là qui fait mal à la cause indépendantiste. Parce que, dans le fond, quand tu regardes avec du recul les positions des différents partis, c'est pas des fossés gigantesques qui les séparent. Vouloir baisser les seuils d'immigration, ce n'est pas une attaque aux immigrants. C'est pas vouloir... Je m'excuse, mais je suis pas d'accord là-dessus. Ben, premièrement, c'est pas juste au sein des rangs de Québec solidaire que ce sont des choses qui sont exprimées. Là. Dans la population en général, ça choque beaucoup de gens, mais aussi les personnes concernées, surtout par ces discours-là, qui sont représentées là, dans les groupes de personnes immigrantes, dans, par exemple, des femmes qui portent des symboles religieux, qui sont touchées, qui perdent leur emploi dans les garderies ou dans les écoles, ou qui ne peuvent pas appliquer, en fait. Pour moi, c'est là, ce qui est inquiétant et... Ben, en tout cas, je te laisse poursuivre. Ben, c'est ça, dans le fond, non seulement c'est baisser les seuils d'immigration, c'est pas être contre les immigrants en tant que tels, c'est pas piler sur des immigrants. Il y a une enflure verbale. Hein, c'est ça que, quand je dis piler sur des immigrants, ça, c'est ce que Manon Massé a accusé Paul Saint-Pierre Plamondon de faire. Puis c'est clairement pas un ton acceptable, professionnel ou constructif, là, rien de tout ça. Et puis, la même chose avec la laïcité. Là,
la question à savoir si les employés de l'État devraient ou non pouvoir porter un symbole religieux, c'est une question légitime. Là, pendant longtemps, j'avais pensé qu'ils devraient avoir le droit de porter le symbole religieux, mais c'est un débat qui est raisonnable d'avoir. Mais on peut être des adversaires. On peut peut-être juste Ouais. le laisser. C'est raisonnable de dire que ça fait partie de la laïcité d'interdire ces symboles religieux-là parce qu'on pense que les employés de l'État doivent incarner la neutralité de l'État. C'est un discours qui est raisonnable. La liberté de religion, comme la liberté d'expression, a certaines limites et de quelle limite s'agit-il exactement? C'est un débat qui est ouvert et qu'on peut avoir de manière sereine et responsable plutôt que d'accuser les autres d'être divisifs et exclusifs. Mais en fait, ce que je voulais ajouter, c'est qu'on peut être des adversaires idéologiques sur des questions politiques, puis être des alliés sur l'idée de la souveraineté, dans le sens que critiquer les politiques et les discours qui sont amenés par le Parti québécois ne veut pas dire qu'on est en train d'être un ennemi par rapport à l'indépendance. Ça, c'est un élément important à garder en tête. Absolument, absolument. Et j'encourage fortement les militants, militantes de Québec solidaire à réfléchir sérieusement à ce point-là, parce que clairement, il y a plein de gens qui disent qu'ils voteraient juste non à un référendum péquiste. Et pourquoi? À cause de leur position sur, entre autres, l'immigration puis la laïcité. Donc, moi, je pense que bravo à l'idée de séparer les deux sujets. Je pense que c'est quelque chose que les membres de Québec solidaire devraient faire beaucoup plus. Donc, si je résume pour bien comprendre pour les gens à la maison, de ton côté, Caroline, tu es plutôt d'avis que le Parti québécois divise un peu le mouvement indépendantiste et la société québécoise avec ses discours, notamment sur les seuils d'immigration, les signes religieux. Et toi, de ton côté, Jimmy, tu penses plutôt que Québec solidaire divise le mouvement indépendantiste en accusant le Parti québécois de diviser. Oui. J'irais plutôt, justement, tu parlais de sabotage dans ton texte. Tu disais que Québec solidaire faisait du sabotage envers le Parti québécois et le camp du oui. Veux-tu nous expliquer un peu c'est quoi ce sabotage-là? Oui, bien, c'est exactement, ça va dans la même direction que ce qu'on a été tantôt, là. C'est vraiment de dire que Québec solidaire antagonise le PQ sur différents sujets de manière profondément exagérée. Si Québec solidaire avait vraiment à cœur la réalisation de l'indépendance dès que possible, tu sais. Il ne se mettrait pas à faire à aller aux extrêmes et dire que faire des comparaisons entre le Parti québécois puis le fascisme ou le racisme, tout ça, là, c'est des trucs extrêmement graves qu'on a laissé trop longtemps saboter les efforts de convergence. Tu sais, moi, je pense entre autres à 2017. Là, c'est quoi une des interventions au congrès de 2017 qui a été la plus marquante? C'était Dalila Awada qui a traité les péquistes de racistes, en fait. Puis c'est ça qui a bloqué la convergence avec l'idée d'alliance électorale avec les péquistes. Et puis ça, c'est ça qui met des bâtons dans les roues du projet indépendantiste puis dans la relation de l'indépendance. Le PQ a le droit à ses positions sur la laïcité et l'immigration et mérite d'être considéré avec civilité plutôt que de dire que c'est des racistes ou que c'est des exclusifs. Là. L'affaire, c'est qu'il va y avoir des conditions pour la victoire. Là. Ce sera d'avoir un discours qui est rassembleur, qui prend soin puis qui invite. Et c'est ça que Québec solidaire dénonce. C'est des discours qui nuisent à la cohésion sociale. Et dans les conditions de victoire, on aura besoin d'un mouvement civil qui est de la société civile, des mouvements sociaux. Et moi, je travaille dans les mouvements des femmes. Je travaille à une table de concertation des groupes de femmes. Et en ce moment, dans les mouvements, toutes les organisations de la société civile, là, demander, peu importe là, le secteur de travail, il n'y a pas un grand enthousiasme par rapport à ces discours-là. Et si on veut avoir les mouvements sociaux avec nous, pour embarquer la population et les mouvements civils, puis qu'on soit tous ensemble, il va falloir qu'on ait un discours qui nous permet des conditions gagnantes. Et c'est ça, moi, en ce moment, qui m'inquiète. Et c'est ça que Québec solidaire n'est pas prêt à laisser passer, parce qu'on n'aura pas les conditions gagnantes dans un camp du oui si on n'a pas un discours qui fait qu'on a une population qui largement se sent invitée. Et là, ce n'est pas ni Caroline Cac ni Québec solidaire qui dit, si vous regardez ce qui se passe dans plein d'organisations communautaires, ce sont des discours qui font mal, qui stigmatisent. Et ça, ce sont des faits, ça a des conséquences. Et bien évidemment, Québec solidaire, son devoir, c'est de le dénoncer, puis qu'il va continuer de le faire.
Ce que je trouve intéressant des fois avec le discours de Québec solidaire, c'est qu'ils se prennent pour le porte-parole de la voix absolue du peuple, alors que clairement, ça va dans les deux sens. Tu sais. Quand tu es en politique, non seulement tu représentes une certaine voix dans la population, mais en plus aussi, tu influences cette population-là. Un consensus en société, c'est le résultat de ce qui s'est dit dans la place publique. Et puis, Québec solidaire, clairement, cultive la discorde sur l'enjeu identitaire. Et puis, si Québec solidaire n'était pas en train de faire ça sur la place publique, je pense que le consensus populaire s'en porterait beaucoup, beaucoup mieux, en fait. Mais est-ce qu'il y a des critiques à avoir, comme Caroline le dit, sur le discours du Parti québécois? Elle a dit, au fond, de ce que je comprends, tu me corrigeras, que Québec solidaire se fait l'écho de ce qu'ils entendent sur le terrain, notamment dans le milieu communautaire. Je pense pas que c'est... Tu sais, c'est sûr qu'il va y avoir des gens dans la population qui vont faire écho à ce que Québec solidaire défend sur la place publique, c'est clair. Puis le Parti québécois, c'est la même chose, OK? Cela étant dit, c'est clair qu'un parti est guidé davantage par son idéologie. Puis moi, dans mon expérience à Québec solidaire, je peux vous dire que qu'est-ce qui motive d'abord les gens, c'est pas de représenter leur voix, c'est l'idéologie. Puis je pense pas que... Je dis pas ça comme un reproche, là. Les gens ont des convictions, puis c'est normal de les défendre en politique, là. Mais Québec solidaire, comme beaucoup d'autres partis, c'est une question d'idéologie, pourquoi ils sont là. Puis je pense que dire qu'on est le porte-voix du peuple, c'est un peu aller vite en affaires. Puis moi, j'inviterais aussi à regarder les sondages. Tu sais, 8% dans les intentions de vote Québec solidaire. Québec solidaire est la voix de qui, tu sais? Puis je comprends qu'il peut y avoir certains groupes particuliers qui ont plus d'affinité avec Québec solidaire, mais clairement que ce que le PQ fait, peu importe ce qu'il fait, ça a un écho dans la population en ce moment. Ça, c'est clair. Ça, c'est indéniable. Donc voilà. Est-ce que, selon toi, Caroline, Québec solidaire devrait, pour le bien de la cause de l'indépendance, passer ces messages-là de l'écho que vous entendez sur le terrain au Parti québécois, mais de manière privée, peut-être aller vous appeler à une table de concertation ou un canal de communication qui ne serait pas public puis qui ne viendrait pas peut-être, comme Jimmy le dit, nuire à la cause, comme qu'il je pense qu'il y a beaucoup de travail. Il y a déjà du travail de collaboration qui se fait à plusieurs égards. Je pense que le Parti québécois est conscient à beaucoup d'égards là, des postures qui sont choisies. Dans le fond, j'ai pas vraiment envie de dire aux personnes en place comment faire différemment leur travail, là, je dirais. Je pense que c'est comme quand il y a un certain niveau d'offensive dans les choses qui sont amenées ou de gravité dans les propos qui sont amenés, ça amène des réactions offensives. Puis vous savez, il y a toujours le travail parlementaire, là, il y a toujours l'ajoute spectacle. Puis ensuite, il y a on se parle derrière les portes, puis c'est un autre ton, c'est autre chose. Puis je suis convaincue qu'il y a déjà beaucoup de discussions qui existent à cet égard-là. Après, il y a des choix, Jimmy en parlait très bien, d'idéologie. Ben, je pense qu'il y a des choix idéologiques aussi qui découlent des postures qui sont là. Puis en ce moment, ben, c'est quelle posture le camp du oui devra avoir. Puis ben, s'il est coloré par une part importante du Parti québécois, ben, je me souhaite qu'il nous offre des conditions gagnantes. C'est très intéressant de vous écouter. On va continuer. Je veux juste vous le dire, là, c'est très enrichissant de vous écouter. Je suis sûr que les gens à la maison apprécient la discussion en ce moment. Je tiens à vous féliciter de la manière que vous menez cette discussion-là. C'est exemplaire. On va passer donc au prochain thème. Est-ce que les indépendantistes doivent se rassembler autour du Parti québécois pour gagner un référendum? C'est un peu ce que tu disais, Jimmy. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça, que les indépendantistes devraient appuyer massivement le Parti québécois en 2026 pour s'assurer, comme qu'il disait, que le Parti québécois soit en terrain majoritaire et ne dépende pas de Québec solidaire? Bien évidemment, moi, je suis de l'avis que c'est pas en mettant tous nos appuis au Parti québécois que ça va nécessairement favoriser l'adhésion du 50+1 qu'on aura besoin. Je suis plutôt de l'avis que c'est la diversité, que notre diversité va être une force pour l'obtention de cette majorité-là et non pas une faiblesse. Et on est dans un nouveau contexte. Si on regarde les derniers référendums, où est-ce qu'on était comme un parti souverainiste, un parti fédéraliste, là, l'échiquier a changé. Va falloir qu'on apprenne à additionner les forces. Alors, pour moi, absolument pas. Puis, ultimement, si les conservateurs décidaient d'être dans le camp du oui, bien,
tant mieux si ça fait élargir la majorité pour l'adhésion, là, mais après ça, qu'est-ce qu'on aura comme discours dans le camp du oui? Il faut avoir quelque chose. Je reste quand même dans la perspective de l'ouverture. Donc non, absolument pas. C'est pas tout en se mettant derrière le Parti québécois nécessairement. Il faut être derrière les partis indépendantistes. Et toi, Jimmy, est-ce que tu penses que justement c'est une force d'avoir dans un camp du oui le Parti québécois, Québec solidaire, puis on ouvre même la porte aux conservateurs? J'aurais des préférences ailleurs que les conservateurs, mais je voulais montrer l'attitude que c'est pas juste... c'est pas pour dire faut juste du monde de la gauche ou peu importe. C'est dans le sens... Pour moi, l'important, c'est que le camp du oui qu'il soit le plus large possible parce que j'y tiens réellement à ce qu'on la fasse, l'indépendance. Bien, tu sais, on va être clair. Là. Si QS veut être dans le camp du oui, tant mieux. Puis je pense que c'est une force. Là. Moi, je pense que QS a le devoir d'y être, même en fait, pour être en cohérence avec ce que le parti a défendu pendant très longtemps sur son programme. Là, tout à fait. Cela étant dit, moi, je pense que la conjoncture actuelle nous indique clairement qu'il faut se rassembler au Parti québécois. Puis une des grosses raisons que j'avais mentionnées dans ma lettre, c'était la chose suivante. Là, en fait, en ce moment, le PQ, si on regarde les sondages, a quand même une chance non négligeable d'être minoritaire au prochain gouvernement. Sûrement que ça va être majoritaire. Okay? Il y a des très bonnes chances que ça soit majoritaire, mais il y a quand même une chance que ce soit minoritaire. Si ça arrive, là, c'est potentiellement catastrophique. Parce qu'on ne peut pas se fier à Québec solidaire pour voter oui à un projet de loi référendaire péquiste. Puis pourquoi? Parce que tu regardes ce qui s'est passé dans la campagne au porte-parole, en fait. Qu'est-ce que Étienne Grandmont a répété 2 fois en 2 débats nationaux? Il a dit, si le PQ emmène un projet de loi référendaire sans assemblée constituante, ce que je veux faire, moi, c'est c'est faire voter les membres de QS sur ce truc-là, okay? Pour voir s'il appuie quand même un projet de loi référendum sans assemblée constituante. Autrement dit, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut bloquer le processus pareil comme il s'est passé en 2007 quand ils ont noyé le truc dans les procédures, en fait. Là. C'est exactement la même chose. Et puis, tu vas dire, oui, mais ça, les RUBA sont à la tête du parti, sûrement qu'eux autres ne voudront pas accepter qu'on n'appuie pas ce projet de loi. Mais en fait, regarde qui a eu tous les appuis du caucus dans la course au porte-parole, c'était Étienne Grandmont. Clairement que le reste du parti n'est pas derrière seul. Mettons que seul décide d'appuyer un projet de loi référendaire péquiste. Il ne s'est pas prononcé là-dessus d'ailleurs, ça je tiens à le dire. Là. Mais s'il décide de l'appuyer, il n'y a pas le parti derrière lui, je pense que c'est clair. Donc il y a un danger réel que si le Parti québécois n'a pas un mandat assez fort, Québec solidaire soit responsable de bloquer le 3e référendum après 2026. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment dangereux. Donc, voilà. Je vais avec cette première raison-là. J'en aurais d'autres, mais je pourrais laisser Caroline réagir. Est-ce que tu penses que Québec solidaire pourrait bloquer un 3e référendum là, dans je un pense contexte de PQ? qu'on est rendu quand même loin pour moi dans la politique fiction, là. Mais je vais revenir encore avec le fait que l'option sur la table, le camp du oui aura le devoir d'avoir des conditions gagnantes pour pouvoir gagner. Et Québec solidaire sera un allié à coup sûr dans cette perspective-là. Bien évidemment que ce ne sera pas en pointant du doigt. C'est certain. C'est certain. Puis le PQ aura le devoir d'entendre aussi comment faire pour pouvoir rallier plus largement, pour avoir cette majorité-là. Puis je crois qu'on peut y arriver. Je te laisse réagir. Ouais. Ben, en fait, ça, je pense que j'ai déjà réagi un peu. Là. Je pense que c'est vraiment... ce n'est pas en traitant le PQ d'exclusif qu'on va s'en tirer. Je pense qu'il faut voir la raisonnabilité de leur point de vue, même si on est en désaccord. Là. Cela étant dit, je pense qu'il y a d'autres raisons qui font qu'on doit se rassembler autour du Parti québécois. Et une de mes grosses raisons aussi que j'aurais à dire, c'est qu'il va y avoir des figures publiques là, à Québec solidaire qui vont aller au camp du non. Mais s'il y en a un, puis que c'est organisé par le PQ. Et en ce moment-là, si tu donnes de l'argent ou tu donnes tes votes à Québec solidaire, tu donnes du capital politique à des gens qui vont être dans le camp du non. Puis moi, je pense que c'est vraiment difficile. Et d'autre part, on dit qu'on a besoin de QS pour rallier les gens au mouvement souverainiste. Mais la vérité, là, c'est qu'à part Sol Péruba puis quelques figures dans le parti, là, le Québec solidaire n'aime pas faire la promotion de l'indépendance. Il y a une résistance inouïe à ça, en fait. Puis je l'ai vu à plusieurs égards. Moi, je l'ai pas encore révélé, là, mais j'ai eu certains échos pendant la campagne au porte-parole. J'ai entendu, entre autres, qu'il y avait un employé du parti qui avait promis, qui s'était engagé, il avait dit que si Sol gagnait, il démissionnait, il s'en allait du parti.
Puis ça, c'est le genre d'hostilité que j'ai vu dans la campagne et puis que je trouve absolument inacceptable. J'ai vu aussi, mettons, après 2022, la directrice de campagne d'Arun Boisy dans un atelier virtuel qui faisait le bilan de la campagne électorale. J'avais c'est la directrice qui était devant moi dans l'atelier, elle me disait « Ah, ben en fait, si on a gagné dans le Circo, c'est parce qu'on n'a pas parlé d'indépendance. » Puis ça s'en vantait, tu sais. Et puis j'étais vraiment outré par ça, j'en croyais pas mes oreilles. Et puis il y a d'autres forces en ce moment qui sont très fortes. Tu sais, ça fait un certain temps déjà qu'on a Ruba Gazal à la tête du parti. Et moi, j'ai eu des échos aussi ailleurs dans mes cercles que ça a été difficile pour Ruba depuis qu'elle a été élue. Puis je sais que seul, tu sais, il va peut-être aider cette cause-là, je sais pas, là. Mais moi, j'ai entendu beaucoup de frustration de certains collègues qu'il y avait des gens dans le parti, Roxane Milo à la tête de ça, qui essaient d'influencer Ruba pour qu'elle parle moins d'indépendance. Tu sais. Moi, j'ai vu ça, j'ai entendu ces témoignages-là. Et puis, c'est le genre de résistance très inquiétante que je trouve dans le parti qui fait que Québec solidaire n'est pas le bon véhicule pour la pédagogie de l'indépendance. Il y aura toujours du monde qui vont s'y opposer. Et puis, je vois pas comment l'élection de seul peut réparer ça. C'est juste un homme, tu sais. Je te laisse réagir, puis après ça, on passera au prochain thème. Ben, c'est parce que tu as comme mis sur la table, j'ai mis l'élément par rapport à, par exemple, des circonscriptions où est-ce que parler d'indépendance, c'était perçu comme nuisible. Mais c'est que parler d'indépendance, ça dépend de laquelle façon on le fait, tu sais. Puis Québec solidaire occupe une place sur l'échiquier où est-ce que, quand on apprend nos leçons de 95, d'ouvrir aux néo-québécoises, aux néo-québécois, à l'immigration. Évidemment, si on regarde, là, on ne se mentira pas dans les statistiques, là, il y a des circonscriptions montréalaises avec beaucoup de personnes issues de l'immigration parce qu'elles ne se sentent pas qu'on leur ouvre les bras, tu sais. Est-ce qu'on peut être l'allié qui tend les bras et qui incarne un renouveau, quelque chose de différent, et qu'on additionne nos forces. Ensuite, bien sûr, là je t'entends sur beaucoup d'anecdotiques sur des personnes. Je trouve ça un peu rude aussi d'amener plein de ces personnes-là, plein d'histoires comme de trucs parcellaires. Je trouve qu'on est là pour quelque chose qui est comme... Qui est plus grand, qui est un dessin plus large, où est-ce que Québec solidaire, pour moi, a un genre de devoir historique dans le momentum, où est-ce qu'on arrive d'aller rallier plus large, de pouvoir articuler différemment, d'aller rejoindre des nouveaux auditoires, et on réussit à le faire déjà. Donc, ben oui, c'est ça, tu sais, je trouve que tu donnais un peu dans ce que tu disais par rapport à certains échos, je trouve que ça venait donner des indices sur pourquoi il faut d'autres acteurs aussi pour en parler différemment. T'sais. Moi, je pense... Ben, en fait... On va passer au prochain thème, puis on pourra revenir sur ces sujets-là. Évidemment, je pense que ça fait toute partie d'un ensemble. Est-ce que le Parti québécois et Québec solidaire doivent travailler ensemble? Puis, si oui, quand et comment? Donc, comme vous le sentez, je peux te laisser y aller. Ben, dans le fond, c'est-à-dire que le Parti québécois et Québec solidaire sont déjà en train de collaborer comme pas mal, plusieurs partis collaborent déjà ensemble à différents égards, comme là en ce moment, par exemple, que ce soit sur le changement de mode de scrutin avec le mouvement Démocratie nouvelle. Donc, du travail de collaboration, il y en a déjà à l'heure où on se parle. Il y en aura continuellement à y avoir. Évidemment on sait que le gros du travail sera sans doute à venir parce qu'on se souhaite un camp du oui qui sera actif parce que c'est ce qu'on veut pouvoir avancer vers un référendum. Donc, voilà, c'est ce que je dirais essentiellement. On est déjà en collaboration. T'sais. Puis si je précise... Ma question était peut-être un peu floue, là, elle était large. Si je précise sur l'indépendance, est-ce que le Parti québécois et Québec solidaire doivent collaborer éventuellement? Est-ce que ça doit se faire avant les élections, après les élections? Si l'un des deux partis prend le pouvoir, comment ça doit se faire, puis si ça doit se faire? Bien, c'est certain que ça me plairait qu'on puisse avoir un travail qui, dans l'espace public, amène une collaboration qui est plus nourrissante pour l'élargissement des rangs que ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est certain. Mais pour moi, c'est que le type de discours, là, peut-être qu'il y a du chemin parcouru puis qu'on se déplace ailleurs. Là, moi, je pense que dans les derniers mois, il y a eu un changement de ton, mais de la part du Parti québécois. Mais par rapport aux propos qui étaient tenus sur l'immigration,
nous, on va pas, c'est sûr, à Québec solidaire, monnayer les droits des groupes marginalisés ou des minorités. C'est parce que pour nous, c'est des conditions de la victoire, tu sais. Fait qu'on va pas jouer l'économie de ça. Et ce qu'on souhaite, c'est que le Parti québécois bouge sa posture par rapport à ça afin qu'on puisse travailler plus facilement, tu sais, ensemble. Parce qu'en ce moment, ben non, c'est pas facile, là. Je comprends. Et toi, Jimmy? En fait, oui, les deux doivent travailler ensemble, c'est clair. Et puis, en particulier Québec solidaire, puisque, le PQ se dirige vers une majorité, du point de vue parlementaire, aura la légitimité démocratique, probablement en 2026, d'organiser un référendum selon ses propres modalités. Cela étant dit, Québec solidaire serait dans le camp du oui et a besoin de collaborer avec le PQ. Et c'est une collaboration qui a besoin de se faire en reconnaissant le bien fondé de l'indépendance et en reconnaissant comme les deux partis dans leur programme disent qu'ils sont souverainistes. Et puis, on oppose souvent le souverainisme du PQ au souverainisme de QS comme une sorte d'instrument pour arriver à un projet social. Et puis, ça, moi, je pense que c'est complètement dangereux et contraire au programme de Québec solidaire. Quand les solidaires disent ça, je pense qu'ils sont effectivement en contradiction avec leur propre plateforme et programme. Parce qu'en fait, le programme énonce clairement que l'indépendance, c'est une étape nécessaire qu'on ne peut pas passer à côté pour réaliser un projet de société. Donc, mathématiquement, peu importe le premier gouvernement d'un Québec pays, s'il est à gauche ou à droite, il faut quand même l'appuyer pour faire pour faire l'indépendance, parce que, logiquement, tu vas avoir une barrière de moins vers ton projet social solidaire par après. Donc, même les gens qui disent moi, je crois à l'indépendance parce que j'ai vraiment une vision de la société particulière X, Y, Z que je veux réaliser, bien, même si tu penses comme ça, tu devrais appuyer un référendum péquiste, puis tu devrais appuyer l'indépendance, même si elle est organisée d'abord et avant tout par le PQ, parce que c'est une des étapes que tu as besoin de franchir pour arriver à la réalisation de ta vision, en fait, solidaire éventuellement. Un Québec pays, comme n'importe quel pays, il y aura des gouvernements de gauche et des gouvernements de droite qui se succéderont. Ça fait partie de la réalité d'un pays. Donc ça, je pense que les solidaires ont vraiment besoin de le comprendre et puis de se rendre compte que l'indépendance, c'est un objectif qui fait partie de leur engagement et ils devraient vraiment être cohérents avec cette idée-là. Je parle à beaucoup d'indépendantistes dans le mouvement parce qu'on est évidemment un balado transpartisan, non partisan, on accueille tout le monde. Ça en est la preuve aujourd'hui. Puis il y a beaucoup d'indépendantistes à Québec solidaire et au Parti québécois qui me disent il me semble que ce serait positif, puis vous me direz si vous êtes d'accord avec ça, d'entendre, de voir les leaders du Parti québécois, les leaders de Québec solidaire se dire publiquement nous, il y a des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, notamment la question de l'immigration. Mais on est d'accord sur l'indépendance et peu importe qui prend le pouvoir, si c'est Québec solidaire ou le Parti québécois, on va travailler ensemble pour faire l'indépendance. Est-ce que c'est quelque chose qui devrait être fait, selon vous, avant les élections? Intéressant. De quelle façon seront posés ces jalons-là avant les élections? Pourraient se poser? Tu sais, je pense qu'en ce moment, il y aurait des conditions de discussion à avoir parce que dans le contexte, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, dans le contexte de ce qui est sur la table, de comment les choses sont articulées ou mises de l'avant de la part du Parti québécois, c'est pas juste la question des seuils d'immigration, mais quand on lit la hausse des violences chez les jeunes à l'immigration, quand justement on fait beaucoup de politique par rapport aux signes religieux, etc., c'est sûr qu'il y a des discussions qui apparaissent comme non négligeables avant de pouvoir se dire juste comme, tu sais, on est ensemble. Donc, je pense pas que maintenant on est là. Mais je comprends, moi aussi, je souhaiterais qu'on soit capable de faire ça. Je souhaiterais qu'on soit capable de faire ça pour le mieux de tout le monde, pour avoir un pays dans lequel on va travailler, que je nous souhaite pour une meilleure transition écologique, que je nous souhaite inclusif, féministe, écologiste, etc., etc., tu sais. Mais je pense qu'il y a du travail à faire encore pour y arriver. Et toi, Jimmy?
Moi, je pense que c'est clair que ce serait une bonne chose que les deux parties s'entendent. Moi, je pense que la feuille de route d'accession à l'indépendance en 2017, que Québec solidaire, finalement, ça a tombé dans les limbes, ça aurait été bon qu'on l'aille parce que là, comme ça, il y aurait vraiment eu un accord commun sur, peu importe qui est au pouvoir, il y a une manière de faire l'indépendance qu'on s'est tout entendu puis qu'on va appuyer. Parce que c'est cette ambiguïté-là qui fait mal en ce moment. Puis c'est un des trucs qui m'a motivé le plus à aller au PQ. Puis, tu sais, c'est le fait qu'on le sait pas, on le sait même pas si la démarche d'accession à l'indépendance du PQ va être appuyée par QS. Puis ça, c'est dangereux. Puis c'est un flou qui fait qu'on peut gagner, on peut perdre notre chance de gagner le référendum, de gagner notre rendez-vous avec le destin. Fait que, non, c'est dangereux de jouer à ce jeu-là. Et puis, moi, c'est ça, j'invite les différents partis à s'entendre sur la question, ou en tout cas, de s'engager clairement à l'indépendance. Puis sans tourner autour du pot sur cette question, êtes-vous indépendantiste ou pas indépendantiste? Est-ce que l'indépendance du Québec est un plus pour la société, oui ou non? Puis après, d'être cohérent avec cette déclaration-là. Merci beaucoup à vous deux. On passerait donc au dernier thème. On y a touché évidemment un peu. On va peut-être pouvoir clarifier les choses à ce moment-ci. Donc, tu le disais, Jimmy, selon toi, Québec solidaire, si le Parti québécois prend le pouvoir, est minoritaire, pourrait bloquer le processus référendaire. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est une possibilité que Québec solidaire bloque un processus référendaire ou on devrait y aller, puis à ce moment-là, il n'y a plus de conditions? Mais pour nous, c'est évident qu'il faut être dans le camp du oui. Là. Ça, c'est comme pas un questionnement. Puis pour moi, le camp du oui n'appartient pas au PQ. Puis ça, je pense que c'est important de l'avoir en tête. Mais après ça, oui, là, ça fait plusieurs fois qu'on le nomme. Pour nous, ça va être important que le camp du oui ait un discours inclusif. Puis pour nous, c'est pas une condition pour que QS soit là. C'est une condition pour que le camp du oui soit gagnant. Parce que sinon, on n'ira pas rallier assez largement dans la population pour pouvoir gagner. Mais si le discours du Parti québécois ne change pas sur l'immigration, sur les enjeux de laïcité, est-ce que Québec solidaire serait dans le camp du oui, malgré tout? C'est pas en tant que militante, est-ce que tu voterais pour que Québec solidaire soit dans le camp du oui? Pour que Québec solidaire soit dans le camp du oui? Moi, je veux qu'on soit dans le camp du oui comme militante. Je veux qu'on soit dans le camp du oui. Moi, je veux que le pays se fasse, puis on continue à travailler après ça pour y faire prendre toutes les couleurs qu'on veut. Après, par contre, on a des principes auxquels on tient. Et je vais être à l'aise de défendre qu'est-ce que le parti va souhaiter faire à ce moment-là. Parce que ça pose un peu la question, au fond, c'est quoi le camp du oui? Est-ce que c'est juste le Parti québécois? Est-ce que c'est le Parti québécois Québec solidaire? Est-ce que c'est le Parti québécois et la société civile et Québec solidaire, etc.? Est-ce qu'on élargit ça aux conservateurs? Comment vous le voyez, vous, ce camp du oui-là idéal, si on se fait rêver un peu, là? Le camp du oui, ça devrait être tout le monde qui sont indépendantistes, c'est clair. Là. Ça devrait inclure tout le monde, que ce soit des gens de gauche, de droite. Et puis, moi, je pense que c'est les gens que, peu importe dans le spectre idéologique qui se situe où, ils devraient comprendre ça, tu sais. L'indépendance, c'est pas différent de d'autres enjeux politiques. Si on s'entend sur une idée politique précise, on devrait travailler ensemble pour la réaliser. C'est la même chose avec l'indépendance. L'indépendance, tu sais, il y a cette idée-là qui circule que on veut qu'une indépendance se fasse à gauche ou à droite. Mais tu sais, en même temps, tu sais, je veux pas reprendre les clichés de ça se fait en avant, mais oui, ça se fait en avant parce que l'indépendance, parce que on n'aura jamais le contrôle sur le futur du Québec pays. Quand tu t'embarques dans le camp du oui, c'est parce que tu as confiance, t'as confiance envers ce que le pays va devenir éventuellement. Tu sais. Et puis ça, il faut que les gens qui rentrent dans le camp du oui l'acceptent. Et une fois que tu l'acceptes, ça peut être n'importe qui rentre dans le camp du oui, c'est clair. Ça, j'ai aucun oui, puis j'ai envie d'ajouter, évidemment, là, que le camp du oui doit être multiparti, mais puis nous, on souhaite aussi avoir à cette table-là les gens des Premières Nations. Puis c'est une chose auquel on tient. Puis pour nous, la souveraineté, c'est la souveraineté des peuples du Québec. Et c'est une réelle émancipation jusqu'au bout. C'est-à-dire que c'est pas seulement la souveraineté d'un État, mais la souveraineté, c'est ça, de ces peuples. Donc, c'est un travail pour nous qui doit se faire avec les peuples autochtones. Et possiblement que le jour que le Parti québécois se verrait voir des obstacles, justement, sur ces enjeux-là, autour de la table, il y aura peut-être devoir à faire pour le revoir. Donc, nous, quand on parle d'inclusion, c'est aussi dans ce travail stratégique-là. Et pour moi, on sera des
des alliés nécessaires pour aussi avoir autour de la table différents groupes qui vont nous amener à élargir nos rangs. Je vous lance une grande question aussi par rapport au camp du oui. Est-ce qu'on est prêt, comme indépendantiste, à avoir plusieurs discours dans le camp du oui? C'est-à-dire, il va y avoir des gens qui vont être plus identitaires, entre guillemets. Il va y avoir des gens qui vont être, qu'on peut dire, plus inclusifs, entre guillemets, même s'il n'y a pas des gens qui sont pour la haine ou quoi que ce soit. Là. Mais il va y avoir des gens plus Québec solidaire, plus PQ. Il va y avoir des gens plus PCQ. Est-ce qu'on est prêt à entendre tout ça puis de se dire, c'est normal, c'est un projet qui ratisse large, dans le fond, l'indépendance du Québec. On peut être de gauche, de droite, au centre, nulle part en même temps. Est-ce qu'on est prêt à accepter ça? J'espère qu'on sera capable de le faire pour l'émancipation de la population québécoise. Peu importe peu importe l'allégeance. Je nous souhaite vraiment d'être capable d'amener le projet au-delà de ça. Puis, j'ai perdu mon fil. Ouais, c'est ça. Fait que oui, j'espère vraiment qu'on va être capable de le faire. Je comprends. Et toi? Mais oui, on a un accord là-dessus, bien entendu. Moi, je pense que c'est clair que c'est une force, en fait, qu'il y ait une diversité dans le camp du oui. Ça démontre à quel point l'indépendance, c'est un projet fort qui rallie tout le monde puis qui a vraiment une importance culturellement dans la société québécoise. Donc, oui, à 110 %. Moi, je pense à cet égard-là, c'est clair que d'autres partis peuvent être dans le camp du oui. Moi, quelque chose que j'ai remarqué aussi avec le PQ dans les dernières semaines, c'est que il y a une grande solidarité entre les militants, peu importe l'idéologie. Moi, j'aimerais ça remercier aussi les gens qui m'ont accueilli dans le PQ là, depuis que j'ai fait de ma sortie. Là. Les gens savent que j'ai un bagage à Québec solidaire en plus, mais m'ont accueilli à bras ouverts quand même. Et puis, je trouve qu'il y a cette belle ouverture-là au PQ à ce niveau-là. Il y a des gens à gauche, il y a des gens à droite au PQ. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. J'aimerais que la réalité du camp du oui reflète ça aussi, ce soit cette image-là. Donc, oui, absolument d'accord. Fantastique. Est-ce qu'il y avait des éléments qu'on n'a pas couverts que vous aimeriez aborder? Sinon, j'irai avec ma dernière question pour conclure. Je pense qu'on a abordé pas mal. Ouais, On pourrait aller avec une dernière question. Parfait. Allons-y avec la dernière question, qui était la suivante. Laissez-moi m'en rappeler. On fera du montage au besoin. J'avais une bonne question. Oui. Donc, ma question serait la suivante. Il y a beaucoup d'indépendantistes qui nous écoutent, des indécis, des fédéralistes. Si vous pouvez vous adresser justement aux indépendantistes qui nous écoutent, pourquoi s'impliquer en tant qu'indépendantiste à Québec solidaire et pourquoi s'impliquer, selon toi, en une minute, là, au Parti québécois? Mais en fait, le Parti québécois, c'est très simple. Pourquoi il faut aller avec eux autres? C'est si vous voulez réaliser le projet d'indépendance bientôt, c'est maintenant que ça se passe. Là. Il faut donner le mandat fort au PQ pour qu'il puisse avoir une majorité et qu'il puisse faire un projet de loi référendaire le plus rapidement possible. Il faut donner le sentiment au PQ que la population est derrière elle. Et puis, je pense que derrière le Parti québécois. Je pense que ça va vraiment être important qu'on fasse ça. Il n'y a pas de meilleure manière d'appuyer l'indépendance aujourd'hui que de se rallier au PQ, à mon avis. Donc, voilà. Bien, moi, j'inviterais les gens à se joindre à Québec solidaire pour avancer vers la souveraineté parce que notre approche, pour moi, elle est d'une... j'ai envie de dire d'une beauté dans le sens que cette approche de souhaiter faire la souveraineté des peuples du Québec main dans la main, se donner les leviers pour transformer profondément la société, pas juste avoir des petites mesures par-ci, par-là, où est-ce qu'on est dans une espèce de centre-droit, centre-gauche en alternance. Québec solidaire, on souhaite transformer avec le pays du Québec, pouvoir faire une transition socio-écologique qui nous amène dans le 21e siècle. On souhaite remettre nos services publics en forme au Québec. On souhaite ouvrir les bras. Donc, c'est pour ça qu'on avance vers un pays féministe, plus inclusif, écologiste. Et je pense que c'est un projet porteur qui peut parler à beaucoup de gens. Merci beaucoup à vous deux, Caroline Cac, Jimmy Thibodeau. Vous avez été, comme je le disais tantôt, super éloquente.
C'est un vrai plaisir d'avoir pu assister à cette discussion-là. Je vous félicite pour votre courage. Des fois, débattre, ça peut être intimidant. Vous avez tous les deux fait ça d'une manière, comme je le disais, exemplaire. Donc, j'espère que les gens à la maison qui nous écoutent ont pu se faire leur propre opinion. On espère que tout le monde sera dans le camp du oui. De ce que j'entends, on a des fiers indépendantistes ici qui sont prêts à militer pour l'indépendance, puis je le vois de plus en plus sur le terrain, que ce soit des solidaires, que ce soit des péquistes, que ce soit des gens dans les Oui Québec. Il y a une vague pour l'indépendance, puis il faut continuer, peu importe nos convictions politiques, à pousser vers l'indépendance, puis comme tu le disais aussi, l'indépendance de tous les peuples au Québec. La souveraineté populaire, c'est quelque chose qui nous tient évidemment beaucoup à cœur. Donc, les gens à la maison, si vous voulez poursuivre la discussion dans les commentaires, je vous invite à le faire, évidemment de manière respectueuse. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, partager. C'est la meilleure façon de nous donner un petit coup de pouce. Et sur ce, on se dit à la prochaine fois. Merci. Merci tout le monde.